les voûtes en bois sont fixées à la charpente. Alors il se dit, c'est très simple, on va baisser les voûtes de 3,50 m. Et c'est ce qu'il fait. Et il va le faire à la manière 15e siècle avec les voûtes en pierre, toujours du gothique. 2 siècles après, parce que c'est comme ça que ça fonctionne ici, tous les 200 ans, il se passe des choses dans cette abbaye. Alors au XVIIe, toute la décoration est revue. Le style gothique, c'est la grandeur de Dieu. Le style baroque qui va naître, c'est Dieu dans l'émotion. Et alors, faut faire de l'émotion tant qu'on peut. Alors, on va la faire avec les peintures, les dorures, etc., etc. Mais on va la faire aussi avec les sculptures. C'est là que la sculpture change. Regardez bien, vous avez ici Judicaël, c'est la statue gothique 15e, verticale. L'autre, elle est en mouvement. Tout est en mouvement. Parce qu'on fait une redécouverte du corps. Et les 2 vitraux que vous avez dans le chœur, c'est tout ce qui reste du 19e. Et quand il y a eu la dernière restauration, c'était de 2000 à 2004, on en a profité pour que le 21e siècle ait sa marque aussi. On a construit un hôtel en fer forgé pour rappeler que pendant 3 siècles, Paimpont avait vécu des forges. Si je vous entends, il y a une activité industrielle qui s'est installée là et qui a amené les gens à venir dans la région, dans la forêt en tous les cas. Oui. C'est-à-dire que ce qui caractérise la forêt de Brocéliande, donc c'est un mariage à 3, si on peut ainsi dire. Qu'est-ce que vous entendez? Il y a la pierre, l'arbre et l'eau. Or, justement, dans l'industrie de la forge, il fallait les 3. Il fallait le sol qui est ferrugineux, il fallait l'eau pour laver le minerai, et il fallait le bois pour faire chauffer les hauts fourneaux. Et ça mérite que j'aille les voir? Oui, obligatoire. Ça fait partie du patrimoine actuel. Prochaine étape de la visite, les forges donc, à condition de les trouver, évidemment. Je suis passée devant tout à l'heure en voiture, mais là, je ne saurais pas vous dire. C'est dans cette direction. Dans cette direction. Voilà. On va chercher, mais c'est vaste. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Je cherche les forges. Dites-le moi si vous les trouvez. Ok. Ok, bon voyage. Merci, au revoir. Au revoir. La réponse est peut-être là. Bonjour. Bonjour. Je cherche les forges de Paimpont. Oui, donc vous voyez, les forges se trouvent ici. Et nous, on est? Nous, on est ici à Paimpont, donc l'idéal, c'est quand même de reprendre votre véhicule pour rejoindre les forges qui se trouvent à environ 5 km d'ici. Vous avez tous les sites légendaires et touristiques qui se trouvent à environ 10 km du bourg. Et le drone, ça peut marcher aussi? Le drone, ça peut marcher, hein. J'ai jamais vu ça encore. Bah, on va essayer. Merci. Ça marche. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Alors, vous allez avoir... Le bourg de Paimpont se concentre autour de l'abbaye au XIXe siècle. Auparavant, la majorité de la population vivait dans les clairières, au cœur de la forêt de Brocéliande. Aujourd'hui encore, on compte 4 fois plus d'habitants en forêt que dans le bourg. La clairière des Forges, quant à elle, n'est plus habitée. Ce patrimoine industriel a été transformé en musée, classé monument historique en 2001. Ravi de vous avoir accueillis aux Forges. Revenez Sarah Muller est guide sur le site depuis 10 ans. Diplômée d'un master d'histoire de l'art et spécialisée dans la réhabilitation du patrimoine, elle rêvait de venir travailler à Paimpont, son village natal. Ce qui surprend tout de suite quand on arrive ici, c'est qu'on n'est pas juste dans une usine, on est dans un endroit où il y a eu de la vie en fait. C'est presque un petit village. Oui, c'est un petit village sidérurgique où pendant 3 siècles, donc de 1653 à 1884, les gens ont vécu ici, ils ont travaillé sur place, ils ont mangé sur place, ils vivaient en autarcie. On n'arrive pas à l'imaginer, ça c'est pas dans nos vies quotidiennes aujourd'hui du XXIe siècle. Non, du tout. Mais là, bon, les maisons nous le prouvent, les ouvriers habitaient ici. Ouais. Puis après, la grande maison, c'était la maison du maître de forge, qu'on appellerait aujourd'hui le directeur de l'usine. D'accord, il avait donc forcément une maison plus grande que les autres. Exactement. Alors d'ailleurs, c'est très étonnant d'avoir été le maître de forge à côté des ouvriers. Normalement, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Dans d'autres villages sidérurgiques en Bretagne, parce qu'il y en a d'autres, on n'est pas le seul, eh bien, le maître de forge, il a son petit château très joli et les ouvriers sont reclus dans un autre coin. Ici, il y a une mixité sociale, mais qui n'est que d'apparence. Voilà. Il n'allait pas boire le cidre chez le maître de forge, l'ouvrier. À quoi ça ressemblait, la vie ici? Très dur, travail très dur. Là, vous êtes dans un endroit où aujourd'hui, c'est calme, c'est reposant, il y a la nature. Mais à l'époque, c'était l'enfer. Il y avait la fumée des hauts fourneaux, le bruit des martinets, de la population qui passait un peu partout. C'était les chevaux, enfin, c'était vraiment l'horreur. Une horreur rentable.
Au XVIIIe siècle, 500 tonnes de fonte et 350 tonnes de fer sont produites et exportées vers les États-Unis lors de la guerre d'indépendance. Leur renommée est telle que Diderot s'en inspirera pour illustrer dans l'encyclopédie l'article consacré aux forges. On va aller voir les hauts fourneaux, donc les pièces maîtresses de l'activité métallurgique. Ils sont quand même très impressionnants. Oui, celui-ci date de 1832 et celui-ci, vous voyez, la date est inscrite sur le linteau en fonte 1842. Et là, qu'est-ce qu'on produisait? Alors ici, on produisait de la fonte. Alors comment on s'y prenait? C'était assez simple. Les ouvriers chargeaient par le haut, ça s'appelle le gueulard. Gueulard. Voilà, le gueulard. La gueule du four. Voilà, alors ils mettaient par le gueulard du charbon de bois, du minerai de fer, et le tout tombait dans le ventre du gueulard. Et à l'intérieur, tous ces éléments brûlaient à 1600 degrés minimum. Et ça brûlait pendant 6 heures, donc, et au bout des 6 heures, il y avait la coulée de fonte, juste ici, et on obtenait une longue barre qu'on appelle la gueuse. Et avec ça, on faisait quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fabriquait avec tout ce métal? Et bien ensuite, la gueuse, on la transforme en fer dans la finerie, qui est un bâtiment qui n'existe plus, qui était là. Et ensuite, dans le laminoir, on fait le produit fini, donc par exemple des rails de chemin de fer, des canons, des plaques de cheminée, des plates-bandes. Et là, je pense qu'en prenant juste un petit peu de hauteur avec le drone, on va très très bien comprendre la géographie du lieu et pourquoi les gens sont installés ici. Les deux gueulards fonctionnaient grâce à des soufflets animés par l'énergie motrice de l'eau du lac. Le bassin des forges recueille l'eau de 7 étangs grâce à un réseau hydraulique qui date du Moyen-Âge. Il paraît que la forêt est habitée par des esprits. Et j'aimerais rencontrer quelqu'un qui m'a marqué quand j'étais un jeune enfant, c'est Merlin l'Enchanteur. Si je les croise, je peux dire que je viens de ta part? Oui, tu leur parles de la fille des forges. C'est qui la fille des forges? Tu connais pas la chanson? Ah non, moi je connais pas. Ça parle des filles des forges qui courent le garçon qui a du poil au menton et qui vont se confesser au curé de Baignon, qui est une ville à côté. Ouais, tu peux me la chanter pour que je connaisse un peu? Alors mieux. c'est diling dong dong, ce sont les filles des forges, diling dong dong, ce sont les filles des forges de pimpon, diling dong den, des forges de pimpon, diling dong dong, des forges de pimpon, diling dong den, des forges de pimpon, diling dong dong. Voilà. Bravo et merci. C'était très beau. Ah oui, je viens de penser au poil au menton. Bonjour. Je vous demande un petit renseignement. Oui. Je cherche Merlin. Alors Merlin, on va le mettre dans le pâté. Faire une dégustation. Du pâté de Merlin? Du pâté Merlin, oui, spécialité maison. C'est pas sympa parce que moi, Merlin, c'est celui qui a bercé mon enfance. Donc si vous me dites que vous avez mangé Merlin, je vais pas être content. Je vais tenter ma chance ici, si jamais. Je vois que vous avez beaucoup d'articles, mais moi, je cherche Merlin. C'est bien, c'est une quête. On a besoin de choses visibles et invisibles. Tous les humains ont besoin du monde invisible. Et qu'est-ce qui reste de cette culture celte aujourd'hui? Beaucoup de choses, parce que les gens vivent ça de façon tout à fait naturelle. Pour comprendre l'esprit celtique, j'ai peut-être enfin frappé